Bonjour à tous. Le dossier de l'eau en Guadeloupe se réglera-t-il par une loi? Pourquoi les EPCI n'arrivent-elles pas à faire entendre raison à Cap Excellence? Comment se positionne GUSR en vue des prochaines départementales et régionales? Guy Losbar, le président de la CNBT et de GUSR, est l'invité de Franc-Parler. Guy Losbar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le ministre des Outre-mer vient d'adresser une nouvelle missive aux EPCI dans le dossier de l'eau. Comment réagissez-vous à un tel traitement? Bon, d'abord, permettez de même que je puisse adresser mes meilleurs vœux à l'ensemble des Guadeloupéens, puisqu'en 2020, on a eu une année très difficile. Beaucoup ont perdu des proches, d'autres leur entreprise, certains des difficultés à joindre les deux bouts. Et tout ce que j'espère, c'est que 2021 soit meilleur et que tous nous puissions faire preuve de courage et de volonté. En tout cas, c'est notre responsabilité en tant que politique pour mettre en place toutes les conditions pour que demain soit meilleur. Concernant donc le dossier de l'eau, au niveau des EPCI, puisqu'il y a eu un changement de président pour beaucoup d'EPCI, pour le Nord Grande Terre, pour la Carle, pour Sud Basse-Terre, également le Nord Basse-Terre. Et très rapidement, nous nous sommes réunis de manière à montrer cette volonté de pouvoir régler définitivement donc, ce problème. Nous avions à l'époque invité également Cap Excellence qui avait décliné donc, ces différentes invitations et jusqu'à ce que cela puisse prendre corps. Et également, nous avons rencontré régions, départements et aujourd'hui, il y a une communion entre ces 6 entités, le département, la région et les 4 PCI qui s'est formalisé lors d'un CTAP en région, à Basse-Terre, et ensuite qui s'est confirmé parce que l'ensemble de ces organismes ont eu à délibérer pour voter les statuts de la nouvelle structure. Aujourd'hui, notre positionnement est simple. Moi, je suis quelqu'un qui est pour la responsabilité locale. Il ne s'agira pas ni d'un ministre, ni d'une loi pour pouvoir nous dire comment faire, d'autant plus que cette volonté s'est exprimée. Contrairement à ce qu'on pourrait dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, je répète, sur 7 entités, aujourd'hui, il y a 6 qui sont d'accord. Oui, mais justement, le gouvernement dit que tout le monde doit être d'accord, sinon c'est dissolution et loi. Oui, mais cela n'a aucun sens, puisque dans la République française, ce n'est pas l'unanimité qui prime, puisque l'unanimité voudrait dire que c'est un qui décide pour tous. Donc, il y a eu le CIMEC qui a été créé, ce syndicat mixte ouvert, avec par la suite cette possibilité d'adhésion. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un n'est pas d'accord que cela oblige à créer une loi pour que tous puissent y mettre dans cette loi. Oui. Donc, il y a une volonté, 80% donc, des élus, puisque lorsqu'on prend les 4 PCI, départements et régions, cela représente 80% donc, des élus qui expriment une volonté, et je ne vois pas comment le gouvernement pourrait aller à l'encontre. Et quelles que soient les propositions, loi ou projets de loi, en tout cas, moi, en tant que responsable politique, je suis formellement contre. Oui. Là, ce n'est plus une menace. Le processus de dissolution du SIAG pourrait débuter dès ce premier trimestre 2021. C'est ce qui est écrit sur le courrier du ministre. Oui, ben en fait, même au niveau du gouvernement, on se rend compte de cet embarras, puisqu'on a annoncé le 1er décembre, le 1er janvier, le 1er février, le 1er mars, enfin, etc. Donc, moi, je considère que ces tergiversations témoignent sans doute de la volonté de prendre en considération la volonté donc, des élus, d'autant plus qu'au niveau du SIAG, il y a eu un changement. Il y a eu un changement total du conseil d'administration avec un nouveau président, la personne de Ferdi Luizy, qui a mis tout son engagement, sa volonté et ses compétences pour pouvoir améliorer les choses. Rappelez-vous, il y avait eu une grande réunion au Vélodrome où les différentes collectivités s'étaient engagées à garantir. Jusqu'à aujourd'hui, le SIAG a pu fonctionner sans pour autant que ces garanties puissent intervenir. Donc, ce qui montre que la situation s'est améliorée et aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'État à travers DRFIP de pouvoir permettre les encaissements. Nous avons eu une réunion à la préfecture il y a à peu près 3 semaines où le DRFIP disait qu'il y a une amélioration donc, des encaissements, c'est pratiquement près de 50% sans mettre en place le contentieux. On se posait des problèmes sur la facturation. Le SIAG a confirmé que l'intégralité des factures ont été adressées, sont parties pour l'année 2020. Il y a un budget de trésorerie qui a été présenté sur les 3 mois. C'est 12 millions d'euros qui seront encaissés, en plus sur les bases fournies même par la DRFIP. Donc, il n'y a aucune raison qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, ou en janvier, ou en février, ou en mars, qu'il puisse y avoir une dissolution.
Donc, la trajectoire proposée, c'est le 31 août, ce qui permet d'ici là de mettre en place le plan social, ce qui permet d'ici là de mettre en place le modèle économique pour que la CMO puisse fonctionner à partir du 1er septembre. Vous refusez le diktat du gouvernement? Ben, c'est un principe politique chez moi. J'ai eu l'occasion de le dire au ministre en personne, j'ai eu l'occasion de le dire au préfet. Donc, quelles que soient les difficultés... Ils vous répondent quoi? Non, c'est différents courriers, et en disant qu'il faut la garantie, en fait, etc. Puisqu'aujourd'hui, de par les propos même de l'État, la situation de trésorerie s'est améliorée. Il n'y a pas forcément cette nécessité de garantie qui existe. Et pourtant, les deux collectivités s'y sont engagées tout de même. Parce que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Vous liquidez le SIAG. Le personnel, les dettes, en fait, etc. sont transférées au niveau des EPCI. Tout le monde connaît dans quelles difficultés se trouvent aujourd'hui donc les EPCI. C'est-à-dire, c'est générer une double liquidation, c'est-à-dire du SIAG et à terme au niveau donc des EPCI, puisqu'ils ne seront pas en capacité. Vous pensez que même les organisations syndicales vont rester les bras croisés et ne pas avoir de perspective? Ce qui est important, c'est que celui qui travaille au SIAG, demain, s'il ne peut plus travailler au SIAG, qu'il sache dans quelle structure qu'il va pouvoir travailler et non pas qu'il soit dans un système de transition tout en n'ayant pas de certitude sur son avenir. Très bien. Cap Excellence fait le jeu de l'État. D'une certaine manière, fait le jeu de l'État, puisque nous avons nos difficultés, en tout cas moi en tant qu'homme politique, j'ai des difficultés à comprendre comment il n'y a pas cette volonté de se mettre en commun. Nous avons organisé plusieurs réunions et contrairement à ce qui est dit, à chaque fois, Cap Excellence était invité, sauf que pour certaines décisions où il s'agit de politiques qui puissent prendre cette décision, où c'était des administratifs qui représentaient et qui n'étaient pas toujours en mesure de prendre ces décisions. Mais je reste persuadé que le bon sens guadeloupéen va l'emporter. Et d'ailleurs, hier, Cap Excellence a adressé un courrier à l'ensemble des EPCI en demandant qu'on puisse se rencontrer. En tout cas, dans un premier temps, les administratifs puissent se rencontrer et voir comment il puisse y avoir une convergence de vues. Donc il y a une ouverture. Donc oui, hier, nous avons reçu un courrier et logiquement aujourd'hui, il devait y avoir une réunion, en tout cas des techniciens de l'ensemble des EPCI, plus de Cap Excellence. Donc c'est pour cela que je dis positif, que le bon sens guadeloupéen va l'emporter. Très bien. Dominique Théophile et Justine Bénin sont censés porter cette proposition de loi. Vous avez été consulté? Enfin, ils m'ont fait part de cette volonté. Moi, j'ai eu l'occasion de dire qu'en tant que responsable politique qui a toujours milité pour la responsabilité locale, pour, Dominique Théophile de l'autonomie, pour beaucoup plus de marge financière, marge fiscale, etc. En aucun cas, je ne pourrais partager cette volonté qu'il puisse y avoir soit une proposition de loi ou alors un projet de loi. D'autres parlementaires m'ont interpellé pour dire est-ce qu'il ne faudrait pas un projet de loi. Et sur ce point-là, je suis très ferme en disant qu'il appartient aux Guadeloupéens de pouvoir prendre cette décision en toute concertation. Et ce qui est le cas, puisque, pour ne pas me répéter, aujourd'hui, 6 collectivités ont voté les statuts pour la création de la SMO. Aujourd'hui, le rôle du préfet de l'État, ce serait de réunir la CDI pour mettre en place le syndicat. Très bien. Dominique Théophile de GUSR. Tout à fait. Et vous n'êtes pas d'accord? Ça peut arriver. Cela peut arriver, mais on a eu l'occasion donc de s'expliquer. Peut-être c'est une interprétation sur, comment dire, la meilleure solution, puisque même s'il y a cette démarche, ce que j'ai remarqué, c'est que la proposition de loi reprend intégralement, pratiquement, les statuts qui ont été votés par les EPCI. Parfait. Parlons à présent de la CNBT, de ce déficit que vous traînez comme un boulet. Votre prédécesseur vous en retourne la paternité, on n'en sort pas. Et pendant ce temps, ce sont les administrés qui trinquent. Monsieur Fendewey, nous sommes dans un état de droit où on sait comment on peut apprécier la situation d'une entreprise ou d'une collectivité. Il y a 2 documents majeurs, c'est le compte administratif et le budget. Donc je vous invite à vérifier le compte administratif de la CNBT de 2010 jusqu'à 2020. Jusqu'à 2014, j'étais président de la CNBT. Et vraiment, je vous invite et j'espère que il y aura une suite. Vérifiez quel était le compte administratif de la CNBT en 2013. Vérifiez quel était le compte administratif de la CNBT en 2014.
il était positif, et largement positif. Vraiment, je vous invite à le faire. Oui, on s'en souvient. On s'en souvient, vous l'avez largement dit. Voilà, ce qui permet, c'est l'élément fondamental. Maintenant, depuis 2015, mon prédécesseur avait annoncé un déficit prévisionnel. C'est un terme nouveau pour moi, déficit prévisionnel. En général, un déficit règle le passé, mais c'est un déficit prévisionnel. Et on a vu qu'est-ce que cela donne. Aujourd'hui, le compte administratif 2019 est déficitaire de 4,7 millions. Nous avons été élus en juillet et nous avons dû voter un budget. Le budget a été voté à déséquilibre de pratiquement de 7 millions d'euros. Bien que depuis, il y a un certain nombre d'investigations que nous avons pu faire et qui a pu ramener. La seule chose que je peux vous dire, moi, contrairement à mon prédécesseur, je ne passerai pas mon temps à dire qu'il est déficit ou pas. J'ai été élu, mon rôle aujourd'hui, c'est de régler ce déficit que j'ai trouvé. Nous avons mis en place tout un ensemble de pistes, tout un ensemble d'éléments pour que, et je peux garantir que dans les 2 ans, ce déficit sera réglé. Mon objectif, et là nous sommes en train de travailler, j'espère pouvoir le faire, ce serait que dès 2021, que nous ayons un budget équilibré. Pourquoi? Il y a tout un ensemble de recettes qui n'ont pas été activées. Il n'y a pas eu de demande de subvention au niveau donc, du FEDER. Concernant le transport, il y a des subventions qui pouvaient être activées et qui n'ont pas été réalisées. Et au-delà même du déficit, la situation la plus grave, c'est la situation administrative qu'aujourd'hui, au niveau de la CNBT, puisque même au niveau de la direction générale, donc celui qui est DGS était que relais, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, en fait, etc. Nous avons également le personnel qui depuis 6 ans n'était pas évalué. Vous imaginez, pour le suivi, l'évaluation de la carrière, quand depuis 6 ans vous n'avez eu aucune évaluation, aucune note. Aucun bâtiment de la CNBT n'était assuré. Donc nous avons dû faire le nécessaire. Mais je vous dis ces éléments pour avoir un certain nombre d'explications. Mais mon rôle, ce n'est pas de m'étendre sur cela. J'ai été élu et j'ai précisé qu'avec l'ensemble des élus, les 42 élus, et d'ailleurs j'ai donné de larges délégations pour que nous puissions ensemble assainir cette situation et que la CNBT soit à nouveau une structure qui permet la mutualisation, mais surtout du développement. Et pour cela, nous avons un projet important. Ce déficit résulte en grande partie du déséquilibre du budget annexe transport. On en a parlé il y a quelques instants. Comment comptez-vous le résorber? Effectivement, il y a un déficit donc, du budget transport. Aujourd'hui, il faut qu'il puisse y avoir une péréquation sur l'ensemble de la Guadeloupe. Puisque lorsqu'on voit la répartition de l'activité économique, puisque les différents budgets de transport sont financés par la taxe sur les salaires. Et on sait où se trouve le bassin d'emploi sur le territoire. Au niveau de la région, nous avons cette stratégie qui puisse avoir une structure unique sur l'ensemble du territoire, de manière à ce que les EPCI puissent apporter leur contribution, mais comme le transport, le déplacement sur le territoire est important pour le développement économique, il appartiendra aussi aux collectivités et majeures d'apporter leur contribution. Et je reste convaincu, comme une volonté s'est exprimée sur un syndicat unique pour l'eau, avec les EPCI et les collectivités majeures, dès 2021, nous allons également pouvoir avancer sur cette agence de transport unique sur le territoire. Très bien. La région vous doit toujours de l'argent? La région, oui. Vous parlez en termes de PCI? Oui. Oui, donc il y a ce fameux dossier sur la taxe sur carburant, mais qui est en train de se résoudre puisque nous avons pu rencontrer les différents responsables des EPCI et pour qu'on puisse trouver une solution et éviter les différents contentieux. Je suis quelqu'un qui est pour la médiation et souvent le contentieux nous permet de partir dans des dérives sans pour autant que les choses puissent se régler dans les temps qu'il faudrait. Ouais, ça doit être plus facile puisque la région c'est vous aussi. Donc, Non, la région c'est moi aussi, mais c'est pas uniquement Guy Losbord, même si je suis le président de la commission des finances, donc vous comprenez, c'est beaucoup plus facile de pouvoir mener cette négociation avec les autres partenaires de PCI. Le GUSR, votre parti, s'est ancré encore plus dans le paysage politique local. Hein, on l'a vu lors des dernières municipales et communautaires. Hein, vous avez consolidé votre maillage territorial. Quelle est votre analyse de la situation politique du pays ? Donc aujourd'hui, la situation politique du pays est conditionnée aussi à cette crise sociale où tout est modifié. Puisqu'il est vrai que nous avons eu des élections municipales
Et le lendemain, c'était le confinement. Et depuis, c'est des couvre-feux. Donc, il n'y a pas un fonctionnement normal de la vie politique. Pourtant, le GIECR, en tant que parti politique qui veut mettre en avant cette notion de responsabilité tout en gardant la solidarité qui caractérise notre territoire, nous avions entamé tout un ensemble de démarches pour l'implantation sur tout le territoire. Et d'ailleurs, demain, je serai à Terre-de-Bas pour la mise en place de comité communal de Terre-de-Bas. Ensuite, ce sera Saint-François. Nous venons de le faire à Sainte-Anne. Nous allons le faire à Cap-Esther ou Lamentin, sur l'ensemble des territoires, de manière à ce que, qu'on soit à Petit-Bourg, à Morne-à-l'Eau, que ces valeurs que nous défendons, le côté penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, puissent voir le jour. Et au-delà donc de la crise sociale, des conséquences de la crise sanitaire, des conséquences sociales et économiques, ce que, en tout cas c'est mon analyse, cela nous a permis de se réconcilier avec notre Guadeloupe, avec notre environnement, avec notre identité, avec notre culture, sans pour autant que cela soit embrigadé dans des schémas idéologiques, enfin, mais on sent cette prise de conscience au niveau donc de chaque Guadeloupéen, quelles que soient ses conditions sociales, et cela renforce encore le fondement, cela renforce encore cette détermination. Pour moi-même, en tant que responsable politique, et ne serait-ce que le dossier de l'eau nous montre qu'on doit pouvoir penser et agir de nous-mêmes. Donc une volonté d'être présent dans toutes les communes, partout en Guadeloupe. Oui, une volonté d'être présent, mais pas pour dire que le GIECR est présent partout, mais pour faire mieux connaître ses valeurs, pour faire mieux connaître ses idées, et pour, comment dire, que chacun soit encore plus conscient de notre réalité et de notre force, puisque bien souvent, le Guadeloupéen ne croit pas suffisamment en ses potentialités, en ses forces, et c'est ce déclic en quelque sorte que moi je voudrais pouvoir créer. Si ce n'est pas une stratégie, ça, on ne sait pas ce que c'est. Hein? Ben, vous savez, si vous êtes responsable politique, il est nécessaire qu'il puisse y avoir de stratégie, puisqu'on ne peut pas atteindre, aucun objectif ne peut s'atteindre sans une stratégie. Objectif départemental? En tant que parti politique, logiquement, dès lors qu'il y a des élections majeures, nous devrions être présents. Et vous comprenez, le maillage territorial du GIECR incite que forcément que nous soyons au niveau donc des départementales. Et l'avantage que nous avons, c'est que le même jour, il y aura les élections régionales. Donc, il nous appartiendra de faire le point. Aujourd'hui, nous sommes dans un contrat de gouvernance avec d'autres partenaires et sous la présidence d'Harry Chalus. Donc, nous aurons l'occasion de faire le point et de manière à ce que le parti puisse se positionner pour ces prochaines élections. Nous avions annoncé une convention au mois de novembre. Vous avez toujours pas fait le point. Nous avions annoncé une convention au mois de novembre. Sans doute cette convention se fera peut-être plus fin février, début mars, puisque j'ai convoqué un comité directeur la semaine prochaine pour que nous puissions en discuter. Mais vous imaginez bien que nous n'allons pas attendre le mois de novembre pour réfléchir à ce que nous ferons au mois de juin et pour les départementales et les régionales. En tout cas, nous serons présents. Bien, la décision de votre parti n'est pas encore prise. On ne saura pas aujourd'hui si vous renoncez à vous brouiller avec Harry Chalus. Non, enfin, jusqu'à aujourd'hui, de 2015 à aujourd'hui, nous avons fonctionné dans une loyauté parfaite. Et d'ailleurs, beaucoup disaient que pour cette alliance avec GIECR, Chalus, les membres de la droite, qui auraient eu beaucoup de remous. Non, au contraire, les choses se font, la Guadeloupe se développe, et tout en gardant notre identité, et qui pourrait s'affirmer encore plus au mois de juin. Parfait, merci Guy Losbar d'avoir répondu à nos questions et d'être venu jusqu'à nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine émission Franc-Parler dès demain sur votre télé Éclair TV.